Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien compliqué pour beaucoup de professionnels, la fameuse pige immobilière. Aujourd'hui, c'est coaching de Lisa qui a bénéficié d'un coaching totalement gratuit d'une heure, hein, comme vous le savez, dans le groupe Les Tutos Expertimo, j'offre une heure. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la pige immobilière. On va travailler sur trois axes, le développement personnel, l'aspect organisationnel et la technique vraiment de l'appel. Voilà, histoire d'optimiser cette fameuse prise de rendez-vous. Je vous dis à tout de suite. Avant d'aller plus loin, vous allez trouver dans la description de la vidéo les liens qui vont bien si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Tout d'abord, vous le savez, une heure de coaching totalement offerte par semaine sur mon agenda sur le thème de votre choix. La prospection, le marketing, le droit, la location, la gestion, ce que vous voulez. Vous prenez rendez-vous, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous rappelle et on se fixe une heure de coaching. Voilà, j'offre une heure de coaching, Réseau Expertimo, par semaine. Ensuite, vous allez trouver également les guides qu'on vous a fait vraiment pour vous aider dans votre carrière. Vous avez aussi le lien. Vous avez un guide sur le marketing, la prospection, la pige, le digital. Vous avez vraiment des guides qui répondent vraiment aux problématiques les plus courantes du terrain. Voilà, tout ça, c'est cadeau. On a même développé la méthode Expertimo qui vous permet de générer du chiffre, quelles que soient les tendances du marché. Tout ça, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit, vous recevez tout ça par mail. Donc aujourd'hui, on attaque avec la pige et on reçoit Lisa. Allez, à tout de suite. Bonjour Lisa, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Eh bien, nickel. Donc, c'est parti pour un coaching pige. Alors, tu m'as sollicité sur le groupe Facebook Les Tutos Mm. Expertimo, parce que j'offre une heure de coaching par semaine, du coup, pour parler de la pige, une technique de prospection immobilière ô combien redoutée par les agents. Oui, j'avoue que je suis pas très à l'aise avec ça. Eh bien, écoute, en tout cas, on va en discuter, on va en parler. On va essayer de trouver les points de blocage et on va essayer de travailler sur l'appel. On va se fixer des objectifs et l'idée, c'est que pour la prochaine fois, si on fait du coaching, on puisse faire le point sur les objectifs qu'on s'est fixés. C'est ça. Alors, on va principalement travailler sur trois notions en pige d'immobilière. On va principalement travailler sur l'aspect psychologique parce que énormément de mandataires, énormément d'agents ont des blocages psychologiques. Euh, donc, sur des croyances, sur de l'anxiété, sur des blocages, on travaille sur ça, c'est important, faire un peu le point sur soi-même. On va travailler aussi sur tout un aspect organisationnel, donc tout ce qui va optimiser l'appel pour vraiment prendre rendez-vous dans de bonnes circonstances. Et enfin, on va travailler sur l'aspect technique de l'appel, où là, on est vraiment sur du traitement des objections, on est sur de la technicité pure et dure. Et si un de ces trois axes n'est pas, on va dire, validé, bah du coup, l'appel risque de devenir bancal et la prise de rendez-vous va tout simplement s'apparenter finalement à de la chance presque plutôt qu'à une Quelle vraie technique? technique. Exactement. Voilà. Mm. Donc toi, aujourd'hui, le fait d'attraper le téléphone, puisqu'en fait c'est simple, j'attrape le téléphone, j'appelle les vendeurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à ça et d'appeler les vendeurs? Mais c'est ça voilà, avec le cerveau humain, c'est que c'est vraiment très simple puisqu'il faut prendre le téléphone, appeler et voilà, proposer un C'est rendez-vous. c'est pas ça qui est compliqué. Mais voilà, et Ça c'est facile. Je prends mon téléphone et je fais le numéro. C'est pas ça. physiquement, c'est d'une simplicité déconcertante. Ça, c'est pas compliqué. C'est Mais ça. c'est pas ça. C'est le fait de déjà d'appeler quelqu'un qui veut pas de toi, parce qu'évidemment, les vendeurs, ils mettent tout le temps agent de s'abstenir. Donc tu vas vers Ouais. quelqu'un déjà qui au départ te refuse. Ah, t'as vu? Regarde, première croyance, sans le savoir, première croyance, tu vas appeler quelqu'un qui va te refuser. Bim! Déjà, tout un mécanisme se met en place dans le cerveau. Une première croyance à travailler. Voilà. C'est pour ça qu'en pige, on travaille sur les croyances parce que, en fait, le cerveau humain est très doué pour se faire des films
et il ne représente absolument pas la réalité. C'est tout simplement une représentation qu'on se fait, même s'il est vrai que suivant les secteurs, beaucoup de vendeurs sont réfractaires à nous recevoir, ce n'est pas pour autant qu'ils vont nous refuser. Donc, il y a tout un aspect psychologique à travailler, effectivement. Alors, c'est vrai que derrière ce geste d'attraper le téléphone, qui est d'une simplicité physique très facile, il y a tout un aspect psychologique qui est très compliqué, effectivement. Mais Alors, disons que tu le ressens quand tu appelles les vendeurs. Déjà, a priori, ils pensent que ça peut être un futur acquéreur, donc ils sont là, ils répondent. Puis quand tu dis, ben, tu te présentes, il est bien obligé de dire que tu es un professionnel, parce que moi, je ne me vois pas parler avec un vendeur et ne pas lui dire d'entrée que je suis un professionnel. Ça fait, voilà, je ne serais pas à l'aise avec ça. Et déjà, quand tu dis, ben voilà, il te demande, vous êtes acquéreur, vous êtes un client. Ben non, écoutez, je me présente, voilà, je suis Isabelle Feuillet, je travaille pour un réseau, je suis indépendante, je suis un professionnel. Et déjà, tu vois déjà la différence d'accueil. la cassure. Et la cassure. Ouais, ouais. Le gars, tu Alors, sens qu'il est déçu, quoi. T'es pas un client, t'es encore un énième professionnel qui l'appelle. mhm, mhm. Alors toi, le fait de prendre le téléphone et de faire de la pige, parce qu'aujourd'hui, sauf faire de ma part, tu n'y arrives pas. Tu fais partie des nombreux mandataires qui Ouais, n'arrivent pas ouais. à, à attraper le téléphone. Quand tu souhaites tu souhaites la faire, qu'est-ce que tu ressens en fait? Le fait d'attraper le téléphone et d'être devant une annonce et de dire tiens, je vais appeler ce vendeur en vue d'un rendez-vous. Je me Qu'est-ce que sens tu ressens? intrusive. Tu as peur, tu penses que tu vas déranger. Oui, c'est ça. Je pense que je vais déranger, je me sens intrusive. Mhm. J'ai l'impression que D'accord. c'est pas que ce que je vais faire, c'est pas légitime, en fait. Que Mhm. je vais vers quelqu'un qui, au départ, ne me veut pas et qui s'attend des appels de clients. Et puis aussi, que je vais être peut-être je sais pas combien, la 10e ou 15e agence qui Mhm. l'appelle. Donc, pourquoi est-ce qu'au moins il va me porter de l'intérêt, Mhm. alors que D'accord. jusqu'à maintenant, il n'a pas voulu porter d'intérêt aux agences. Ça veut dire que déjà au départ, je me dis que ça va être difficile, qu'il va falloir que je sois hyper convaincante, qu'il va falloir que je le convainque Mhm. de m'écouter, d'obtenir, parce que je vais pas l'appeler pour lui proposer un mandat, évidemment, je l'appelle pour avoir un rendez-vous. Donc C'est la déjà, base. rien que ça, va falloir Mhm. que j'aille au charbon, quoi. C'est ça que je ressens. Et il faut que j'y aille, quoi. Il faut que j'aille, Et voilà. est-ce que toutes ces pensées, du coup, te génèrent de l'anxiété, Ah ben, ça me donne du stress. du Disons que je suis pas à stress l'aise, et je de suis la pas à gêne? l'aise avec ça, hein. Mhm. Ouais, parce que ça renvoie la peur. Ça renvoie en fait souvent à la peur du rejet, en Oui, fait. c'est ça. Voilà. Et ça, c'est notre cerveau reptilien, en fait, tout simplement. Finalement, c'est la partie la plus ancienne du cerveau. Il n'a pas vraiment évolué depuis apparemment la préhistoire. Et du coup, c'est tout simplement la partie du cerveau qui gère la partie quand le stress arrive, quel que soit le stress, hein, que ça soit finalement la pige ou qu'il y a un tigre qui te course, c'est Mm. fuis ou attaque. En fait, il y a pas de voilà, c'est vraiment c'est l'instinct de survie en fait. On parle d'un Ouais, instinct de c'est vrai. survie. On parle de Ouais. l'instinct de survie en fait. Et De c'est pas le se mettre en même, danger. Pas se mettre en c'est danger. ça, c'est le même mécanisme que si tu étais dans la savane et qu'un tigre te poursuivait. C'est le cerveau reptilien en fait. Ça paraît bête, mais dans le cerveau c'est ça. Et donc après, ça génère tout un. Donc là, dans l'occurrence, là, tu es plutôt dans une atmosphère de fuite, en réalité, puisque tu ne le fais pas. C'est Ça revient ça. un petit peu à ça, C'est en ça. réalité. Donc, il va falloir effectivement essayer de passer du cerveau reptilien au cortex, qui va être la réflexion, en fait, et de prendre du recul sur tout ça. Il y a plusieurs techniques, bien entendu. Et les croyances en font partie, puisqu'on est un paquet de croyances en réalité. Il est à peine face à n'importe quelle situation, on va se faire des idées préconçues, on va tout de suite anticiper, et souvent négativement, les choses. Et souvent, ce qu'il faut se dire, c'est que mentalement, en fait, la représentation qu'on se fait du danger est beaucoup plus forte, en Mm. fait, que le danger lui-même. Oui, c'est vrai. Beaucoup de mandataires vont croire que euh, je vais me faire jeter, je vais me faire insulter, je vais passer pour une merde, parce que ça fait ça aussi. Ça renvoie à des problèmes d'estime de soi aussi, de se faire rejeter, mais en réalité, ça va pas forcément être le cas. Donc, Non, pas. Oui. voilà. Parce que les personnes qui sont vraiment hostiles, finalement, ce n'est pas la majorité des personnes. Donc, effectivement, le fait d'arriver à prendre du recul sur ses sentiments, la première chose à faire, c'est d'arriver à se détacher de ses croyances
et de ces personnes. Tout à l'heure, tu as dit un autre truc aussi, j'ai oublié, c'est je vais me faire jeter, mais ça va pas forcément être le cas. Je vais déranger, mais ça va pas forcément Oui. être le cas. T'as dit un autre truc aussi, c'est que il veut pas d'agence, mais il y a des chiffres qui sont clairs. C'est que au moins 70% des personnes que tu appelleras, les biens seront déjà en agence. Très souvent. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Parce que très souvent, quand on sait que c'est au moins 70%, généralement, ce sont des personnes qui sont ouvertes, en réalité, qui sont ouvertes à recevoir des professionnels. Alors, en règle générale, ça arrive souvent, ce sont des personnes qui ont très souvent mandaté un professionnel et ce professionnel en question n'a pas vendu au bout de 3 mois, c'est la moyenne. Donc, ils vont tenter par leurs propres moyens. Donc, vu que le professionnel sait comment ça se passe sur le terrain, on vend pas, on n'est pas bon, on vend, on est les dieux. Mais c'est toujours notre faute, quoi. Donc, ils vont faire l'amalgame entre le professionnel qu'ils ont eu, qui a pas vendu, qui a peut-être pas fait de suivi, parce qu'on l'entend très souvent aussi. J'ai pas de suivi, j'ai fait un mandat, j'ai pas de nouvelles. Donc, dans leur tête, bim, c'est pareil, cerveau reptilien, on est tous des mauvais, j'en veux pas, méfiance, stress, on donne pas suite. Donc voilà. Mais le fait, ce qu'il faut retenir, c'est que 70% des biens seront déjà en agence ou chez un mandataire. Donc, qui dit déjà en agence dit potentiellement ouvert à recevoir un autre mandataire immobilier. Donc ça, c'est une piste intéressante à creuser pour justement casser un petit peu ces croyances. Et puis, c'est surtout qu'on fait notre travail en réalité. On ne dérange pas les personnes. Il faut arriver à casser ce mécanisme qui dit qu'on va déranger les personnes parce que si la personne, elle met un bien à la vente, c'est derrière, elle a un projet. Elle est vendeur. Normalement, la personne est vendeuse. Donc, on est là pour solutionner le problème de la vente, en réalité. Donc, au lieu de se dire, tiens, allez, donc là, c'est vraiment l'image finalement de notre prestation et l'image du métier de mandataire immobilier, c'est vraiment de se mettre en position où en fait, on est là pour aider et on est là pour répondre à la problématique du prospect. Et si déjà, pendant l'appel, il le sent, il sera déjà beaucoup plus ouvert en réalité pour nous recevoir. De se mettre dans une position d'aide et de compréhension et de détachement en réalité plutôt que de se dire il faut absolument que j'ai le rendez-vous, tout ça. Voilà. En fait, il faut que le prospect sente que s'il y a le rendez-vous, il y a le rendez-vous. S'il n'y a pas le rendez-vous, pour vous, c'est pas un problème. Vous n'avez pas besoin de ça pour vivre. Voilà. En gros, voilà, faut arriver à laisser transpirer ce message. Il faut plus davantage laisser passer ce qu'on peut lui apporter, les compétences qu'on peut lui apporter, l'aide qu'on peut lui apporter, qu'effectivement vouloir à tout prix décrocher le rendez-vous. Il faut mettre en Alors, avant ce qu'on peut lui apporter, en fait. oui, mais attention, parce que ça, on va le voir après. Le rendez-vous, obtenir un rendez-vous pige, on ne vend pas nos services au téléphone. On va commencer à argumenter uniquement s'il nous pousse dans nos retranchements, dans le cadre du traitement des objections. La première base, la base vraiment de la pige, c'est vraiment d'obtenir un rendez-vous et rien d'autre. On va le voir après. Déjà, ça aussi, quand le vendeur, on lui laisse transpirer cette idée, qu'au finalement, on se déplace pour faire sa connaissance et simplement voir éventuellement s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble, parce que très souvent, il a peur de l'engagement. Donc là, c'est pareil, hein, c'est lui qui a il se dit, tiens, je vais le recevoir, il va vouloir me faire signer, je vais être engagé, nanana. C'est aussi pour ça souvent qu'il y a des refus. Parce que beaucoup de mandataires vont dire, ouais, on va travailler ensemble, le mandat, il parle de mandat, tout ça, alors que c'est pas bon, faut pas en parler au téléphone. Ça, c'est vraiment le rendez-vous vendeur. Mais ça, on va voir ça après. Là, on est sur l'aspect psychologique, parce que si on règle pas cet aspect-là, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, quelques pistes, voilà, travailler sur les croyances. Le cerveau humain se fait des représentations qui ne sont pas la réalité, des représentations qui sont pessimistes, et du coup, ça nous casse pour notre prise d'appel. Donc, travailler sur les croyances. Ce n'est pas parce que tu as un refus que tu es mauvaise, parce que du coup, on n'aura jamais 100% de rendez-vous, ça c'est sûr. Par contre, on peut facilement arriver dans les 70-80% en fonction des secteurs. Et c'est surtout que c'est pas parce qu'on n'a pas le rendez-vous qu'on est nul. Loin de là. C'est simplement que le vendeur n'a pas compris tout simplement ce qu'on pouvait lui apporter. Et ça, après, on va lui expliquer plus tard avec le suivi, parce que la pige ne se limite pas à un simple appel quand on a un refus. C'est ça qui est fantastique. Je ne compte pas les milliers d'euros de chiffre d'affaires que j'ai fait avec le suivi. Ça, c'est très important, suite à un refus. Donc, voilà, on travaille sur les croyances. On n'est pas une merde parce qu'on a un refus, parce qu'on est
Au contraire, c'est le vendeur qui n'a pas encore compris, mais on va lui faire comprendre plus tard. On travaille sur l'anxiété. Donc ça, on peut tout à fait se faire 5-10 minutes de relaxation avant un appel pour calmer les émotions, pour calmer le trac, en fait. Et surtout, voilà, on fait notre travail et on ne dérange pas les gens, en réalité, parce qu'on est là pour leur solutionner leurs problèmes. Et surtout, même s'il y a agence s'abstenir, c'est les meilleurs, ceux-là, tu as 70% de chances que le bien se retrouve en agence déjà. Donc déjà, premièrement, ils ne sont pas couverts avec eux-mêmes, tu vois, si on va par là. Donc voilà, arriver à prendre du recul sur ce qu'on sent. Quand on ressent une émotion, essayer de se détacher, d'observer cette émotion, de mettre des mots dessus pour prendre du recul finalement, pour essayer de les... parce que le cerveau reptilien, il ne réfléchit pas. C'est vraiment le ressenti. L'instinct. L'instinct, c'est ça, l'instinct de survie, encore une fois. Par contre, si on arrive à prendre de la réflexion dessus et à prendre du recul et à mettre des mots et du coup à se détacher, à se mettre en tant qu'observateur, tiens, là je ressens de l'anxiété, mais pourquoi? Je me questionne, je me parle, pourquoi je ressens de l'anxiété alors que j'ai juste un téléphone à appeler? On relativise, j'ai un refus, je me fais insulter. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Quelle est la pire chose qui peut se passer en fait? C'est qu'on a un refus que je me fasse insulter. Point. Alors, c'est pas agréable et ça peut renvoyer à des problèmes d'estime de soi. Mais c'est pas contre nous parce que la personne ne nous connaît pas. Donc, ce n'est pas contre nous. C'est plus envers une situation, envers une profession, envers. C'est même plus envers d'autres professionnels qui peut-être qu'il a reçu et qui n'étaient pas bons ou qui s'est fait avoir. Donc, c'est contre qui tu veux, mais pas contre nous parce qu'il ne nous connaît pas. Donc, ça peut pas être contre nous. Donc, arriver à prendre du recul sur tout ça. Ça, c'est l'aspect psychologique et tu peux t'aider avec une petite séance de relaxation, prendre du recul, faire le point sur soi-même. Ça paraît bête, mais ça aide vraiment à calmer les sensations physiques. C'est bien connu, hein. Et puis voilà, je pense que c'est déjà un bon début pour calmer tout ça, vraiment la prise de recul. Alors, il y a un autre facteur qui fait que aussi c'est pas facile, la pige, c'est que on est privé de nos sens. On sait que la communication se fait par la voix, par le langage, par les gestes, par la vue, par tout le sens, par le toucher. Sauf que là, après ça revient à des notions de PNL, sauf que là, on a juste notre voix pour convaincre en réalité. Alors après, on va trouver des techniques pour l'optimiser. Donc déjà, finalement, on ne dispose que de 30% à peu près de nos capacités de communication. Donc, si on va par là, alors si en plus on a du mal par rapport à d'autres facteurs psychologiques, les chances de prise de rendez-vous sont quasiment nulles en réalité. C'est pour ça que énormément de personnes sont en échec aussi, avant même de parler la technique, avant même de... En fait, l'échec, ils sont en échec avant même d'avoir attrapé le téléphone parce qu'il n'y a pas eu tout ce travail finalement de développement personnel à mettre autour de l'appel. Et puis, c'était un développement personnel finalement qui peut servir pour n'importe quelle notion finalement de la vie ou du métier. Alors, tout le monde n'est pas confronté à ça. Là, c'est un aspect pour des personnes qui sont vraiment confrontées à des notions voilà, de blocage et de croyances. Mais tous les professionnels ne sont pas confrontés à ça, bien sûr. Ça, c'est vraiment spécifique pour cette typologie-là de blocage, en réalité. Donc voilà, mettez vraiment du recul, prenez du recul, mettez des mots sur des émotions, casser ces croyances limitantes qui ne sont pas la réalité, qui sont simplement le reflet de votre imagination. Et vous verrez que déjà, les rendez-vous vont commencer à affluer. Même si après, on est un peu moyen avec la technique. Parce que si vous êtes ouvert, le prospect le sentira. Si vous êtes fermé, le prospect le sentira aussi par la voix. Et personne n'a envie de recevoir quelqu'un de fermé. Ça se sent. Ça se sent. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça? Non. C'est clair? Je me dis que la solution, finalement, c'est d'être naturel aussi. C'est naturel. Faut être naturel, d'y aller, et puis d'être naturel, se présenter, et puis exactement. De se préparer quand même avant, mais finalement, de garder un certain naturel, je pense, finalement. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même, parce que de toute façon, si tu n'es pas toi-même au téléphone, après, hein, le rendez-vous vendeur, il va le sentir, le prospect. Et du coup, tu diminues tes chances d'obtenir après le mandat. Ouais. Alors, la pige immobilière, comme tu l'as très bien dit, ça sert à avoir un rendez-vous.
et uniquement à un rendez-vous. Ça ne sert en aucun cas à faire un mandat, à se vendre, à vendre un réseau, parce que là, déjà, il y a une notion d'engagement. Et à ce stade-là, ce n'est pas à ce moment-là qu'on engage un vendeur, puisqu'il ne nous connaît pas. Personne ne veut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes échouent, parce qu'ils vont laisser transpirer une notion d'engagement, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on appelle, jamais de la vie, on ne parle de mandat, sauf si vraiment, voilà, on en a besoin, mais c'est rare. On ne laisse transpirer qu'on va travailler ensemble. C'est toujours des si, c'est toujours hypothétique. Et voilà, ça reste vraiment peut-être. Ça ne sert uniquement à avoir un rendez-vous. Et puis, on vend nos services, on se vend, on vend notre réseau, finalement, ou on se vend surtout soi-même, pendant le rendez-vous vendeur. Ça a sa place au rendez-vous vendeur. Donc ça, c'est très, très important. La pige ne sert pas à faire de mandat, ça ne sert pas à nous vendre, ça ne sert pas à vendre le réseau ou l'agence, ça sert à avoir un rendez-vous et ça limite la notion d'engagement. Très important dans le discours à avoir. Mais ça sert à d'autres choses aussi, la pige. Ça, on va dire que c'est le besoin primaire. Tu peux te servir de la pige pour d'autres notions. Pourquoi tu préfères de la pige? Alors ça, c'est surtout pour ceux qui ont moins besoin de faire de pige. Alors, voilà, parce qu'ils ont l'expérience et qu'ils ont un fort relationnel. Mais c'est toujours intéressant d'explorer les notions secondaires. Tu préfères... Évaluer le marché, par exemple. Exactement. La pige est un excellent baromètre du marché aussi, parce que tu vas voir l'offre, en fait. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Tu peux t'en servir pour quoi d'autre? Tu vas t'en servir pour vérifier qu'un bien que tu avais en portefeuille et qu'un confrère a vendu ou le particulier ne revienne pas à la vente. Combien de fois ça arrive aussi que tu allumes la pige, tu vois, bah tiens, ce bien, je l'avais à la vente. Oh, le coquin, il m'a pas dit qu'il sa vente avait capoté. Et là, on rappelle et on a juste à réactiver le mandat. On va tâcher de savoir ce qui s'est passé. Ah ben alors, monsieur le vendeur, vous avez tenté de vendre entre particuliers. Ah ben voilà, comme je vous l'avais dit, vous faites partie des 60% des ventes qui capotent entre particuliers. Bon, et ben on va se revoir et puis on va refaire le point. Et puis on relance la musique et puis peut-être qu'on passera une exclue. Donc ça, c'est très intéressant. La pige sert à relancer effectivement les biens qui reviennent à la vente qu'on avait quoi, en portefeuille. Et ça sert aussi à vérifier qu'un bien qu'on a en portefeuille, finalement, que le vendeur ne fasse pas, entre guillemets, un petit derrière le dos. Tu allumes la pige, un bien que tu as en portefeuille, tu t'aperçois que finalement, tiens, il y a moins 20 000 euros sur le bien. Ah, le coquin, monsieur le vendeur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes mûr, ça y est? Et du coup, là, je vois que vous avez baissé votre net vendeur de 20 000 euros. Bon, on va peut-être se revoir pour en discuter, puisque moi, dans ces conditions, je travaille pas comme ça. Hein. Bon, là, je caricature, hein. Mais en tout cas, on va lui laisser comprendre parce qu'il va falloir qu'on s'aligne, parce que sinon, si toi, tu publies à 250 et que oui, ça, c'est sûr. lui publie à 220, autant te dire que tu vas gaspiller ton argent. Donc, là, ça sert aussi à vérifier les biens qu'on a en portefeuille. Voilà. Donc, voilà, on va dire que ce sont les objectifs secondaires. 1, bien sûr, la prise de rendez-vous. 2, tout ce qui est objectif primaire. Et les objectifs secondaires pour vérifier son marché, vérifier les prix, vérifier qu'on ne te fasse pas un bébé derrière le dos et vérifier qu'un bien que tu avais en portefeuille ne revienne pas à la vente. Ça va faire un mandat qui revient sans trop se fatiguer. C'est toujours bon à prendre. Ça coûtera moins cher. Ouais. Ok. Alors maintenant, on va parler de l'aspect organisationnel. Quoi faire pour optimiser, avant de parler de l'aspect technique, quoi faire pour optimiser ta prise de rendez-vous? Je pense déjà qu'il faut le planifier sur notre agenda. Ah oui, ça c'est très important. Parce que si on ne planifie pas, ouais. on va pas tenir ses engagements. Au même titre que la prospection physique et tout, en fait. La pige immobilière se planifie dans l'agenda, surtout au début, c'est clair. Ça se planifie parce que sinon on ne la fait pas. On trouvera toujours un truc. Ah ben tiens, j'ai ça, tiens, j'ai ça, tiens, j'ai ça. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf qu'il faut faire la pige. Sinon, c'est compliqué, surtout quand on débute, de rentrer du mandat. Donc, oui, moi, je conseille fortement de planifier la pige comme n'importe quel type de prospection dans l'agenda. Ça, c'est la base. Ensuite. Et combien de fois par semaine tu préconises de faire de la pige? Tous les jours? Après, ça va dépendre de ton expérience et de ton activité. Quand tu débutes,
Alors toi, tu n'es pas débutante, mais quand tu débutes et que tu n'as pas grand-chose d'autre à faire, moi, je conseille de la faire quotidiennement et de remplir ton agenda quotidiennement. Et après, en fonction de ton portefeuille, de tes ventes, de tes objectifs, tu vas la réduire, ça c'est sûr. Mais oui, au début, il faut en faire tous les jours, hein. En fonction de ce qui arrive aussi, puisqu'il y a des secteurs, surtout en ce moment où on est sur une pénurie de biens, euh, il n'y en aura pas forcément tous les jours des biens qui vont arriver à la vente. Donc ça va dépendre de ça aussi. Mais par mesure de sécurité, je vais te conseiller de la planifier tous les jours dans l'agenda pour débuter quand tu as des trous. Et après, en fonction de tes rendez-vous, de ton activité, de tes visites, de tout ce que tu as à faire, forcément, ça va être réduit. Et puis, tu vas revoir tes priorités. Ouais. Ça va dépendre aussi de ton portefeuille. Si tu arrives, voilà, entre guillemets, au seuil critique de ton nombre de mandats, tu vas forcément l'augmenter. Tu vois, ça s'ajuste en fonction de ton portefeuille, de ton activité. Ouais. En gros, plus tu veux, plus tu veux rentrer le mandat, plus tu veux gagner de l'argent, plus t'en fais. Il n'y a pas de secret. Puisqu'on sait très bien que c'est le nombre de mandats et c'est en quantité et en qualité aussi, c'est très important, qui conditionne ton chiffre d'affaires. Oui, puis rendez-vous ne veut pas dire rentrer de mandat non plus. Donc, du coup, Ah oui, après ça, c'est une autre notion. C'est le prochain coaching que je fais sur le rendez-vous vendeur, justement. Donc ça, c'est la suite. Tu vois, je vais le faire vendredi. Donc vous aurez la vidéo certainement vendredi sur le rendez-vous vendeur. OK. Ensuite, qu'est-ce que tu peux mettre autour de l'appel? Il n'y a pas que ça. bah, je pense qu'il faut se préparer. On se prépare, bien sûr. Alors, on se On prépare. essaie de voir les objections les plus courantes. Essayer quand même de ne pas être pris au dépourvu. Mhm. On se prépare, on la planifie. Alors, au niveau des horaires, on pose souvent la question dans les coachings. D'accord. Moi, je conseille de la faire le matin, entre 8h30 et 9h, surtout dans les zones tendues, parce que si tu appelles à 17h, tu as de fortes chances d'être confronté à l'objection. Vous êtes le 40e qui m'appelle. Et c'est plus dur. Donc, Après, le moi, matin, les gens qui travaillent, ils vont pas forcément te là. Tu vas être obligé de laisser un message, de rappeler. Hein. alors, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, on laisse un message, parce on pose souvent la question. On laisse un message, bien sûr, et on relance à midi. Midi, pareil. On laisse un message et on relance le soir. Mm. Et si le soir, toujours rien, on relance le lendemain matin. Et après, ben, il va peut-être falloir se poser la question de savoir si elle veut vraiment bien de nous. Donc moi, si vraiment au bout de 4 fois, tu vois, t'as rien, moi, c'est classement vertical, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, voilà. Mais déjà, si t'as appelé le matin, le midi, le soir et le lendemain matin, bon, c'est que si elle n'a pas répondu, c'est que bon, elle répondra pas, quoi, tu vois. Mais quand tu laisses un message, du coup, tu laisses un message en disant déjà que tu es professionnel ou pas? Oui, Ah, il faut... ah oui, oui, parce que sinon, tu vois, elle va rappeler, elle va être déçue. Elle va être oui, déçue ben et oui, c'est ça. tu prends le risque qu'elle te raccroche au nez. Ah ouais. Donc oui, on va jouer la carte de la transparence sur ce coup-là. D'accord, ok. Donc, tu vas mettre des choses en place, tu vas te préparer, effectivement. Donc, tu vas imprimer tes fiches fiches, c'est un logiciel, ou l'annonce du bon coin, parce que ça, c'est très important de prendre des notes pendant l'appel sur les points importants, sur le projet du vendeur. On garde un esprit ouvert et positif, ça se sent au téléphone, très important. Alors ça, quand je dis ça, ça fait souvent rigoler parce que ça paraît la base, mais après, quand j'enchaîne, ça paraît moins évident. On travaille dans un endroit calme et propice au travail pour travailler, justement. Euh, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que pour nous, ça paraît une évidence de travailler dans un endroit calme, pas avec les gosses qui braillent à côté, par exemple, parce que ça revient à la base de la communication. La communication, c'est quoi? Un émetteur, un récepteur, et au milieu, il y a un message. Alors déjà qu'on n'a que 30% de nos capacités de commission de nos non, je suis expert moi c'est 100%, c'est pas 30%. La petite parenthèse. Dès que qu'est-ce que je voulais, du coup j'ai perdu le fil. Ah oui, dès Déjà que qu'on n'a que 30% de... de nos capacités de communication, alors si en plus le message est brouillé, laisse Mm. tomber. La prise de rendez-vous est impossible. Par contre, ça marche dans les deux sens. Ça marche aussi pour le prospect. Parce que ça peut arriver que le prospect soit dans un endroit bruyant, au milieu d'un boulevard, à côté d'un marteau-piqueur, j'en sais rien, que l'endroit ne soit pas propice à la communication. Et ça, tu vas le sentir. Ouais. Ça ne sert à rien de parler parce qu'il ne sera pas réceptif. Donc, on va proposer un rappel. OK,
on se présente, ok, on explique en 30 secondes pourquoi on appelle et on fixe un rendez-vous quand le prospect sera disponible. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est important aussi. Calme pour travailler, mais pour nous et pour le prospect. Parce que parfois, on est surpris du bruit qu'il y a au téléphone. Bon, une règle de base, on sourit au téléphone. Ça, c'est intéressant aussi. Ça se sent au téléphone, le sourire. Et si tu veux donner du dynamisme à ta voix et un autre truc qui va aussi, comment dire, être en mouvement. voilà. Ça va être mieux debout, marcher un peu, être debout, c'est peut-être plus. C'est juste, c'est exactement ça. Tu vas mieux t'oxygéner, tu rebondiras plus facilement aux objections, le prospect va sentir que tu es plus dynamique et on est dans l'optimisation. Alors personnellement, moi je la faisais assis, la pige. Hein. Mais bon, tu la fais pas comme ça, parce que là tu es fermé. Moi j'étais comme ça, quoi. Et même parfois, j'étais comme ça, quoi, tu vois. Parce que moi j'avais des facilités. Mais en tout cas, la base, c'est qu'il faut être dynamique au téléphone. Et pour ça, un truc qui peut aider, c'est de marcher en faisant de la pige. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et puis, tu es moins stressé parce que tu t'oxygènes mieux. Tu es plus dans l'action. Donc, c'est intéressant, tu te concentres mieux. Donc, pour ceux qui ont vraiment du mal, essayez, vous allez voir, les résultats sont intéressants. À défaut, on choisit une position confortable et on se met dans une attitude ouverte, quoi, pour que ça se laisse entendre, quoi. Bon, après, voilà, ça c'est un peu plus subjectif, mais on va travailler dans une atmosphère épurée, ce que j'appelle épurée, mais ça c'est un peu plus subjectif. Moi, sur mon bureau, j'ai quasiment rien, parce que j'ai besoin vraiment d'avoir de l'espace, mais il y en a qui vont avoir des dossiers partout. Pour ceux qui ont... Moi, si c'est le bordel dans mon bureau, c'est le bordel dans ma tête, et je serai moins réactif. Mais il y en a, c'est pas le cas. Donc, à défaut de travailler dans un endroit calme et épuré, on travaille dans un environnement qui nous convient. Voilà. Pour pas qu'on soit gêné. Exactement. Donc, on prépare son matériel, bien entendu, papier, stylo, agenda, ça c'est la base. Mais si on l'a pas, c'est pareil. On perd du temps au téléphone et il va y avoir du blanc et on va laisser la porte à des objections. La pige immobilière, c'est très simple. Il faut la considérer comme un tunnel. L'entrée du tunnel, c'est quand tu attrapes le téléphone et que le prospect décroche. Et la fin, c'est quand tu as le rendez-vous. Et tout le long du tunnel, il y a des portes. Il y a des portes de sortie que le prospect va essayer de prendre. Et nous, notre rôle, c'est tout simplement de fermer les portes. Si toutes les portes sont fermées, on atteindra notre objectif. Si on laisse des portes ouvertes, on augmente les chances finalement que le prospect le fuit. Du coup, là encore une fois, on est dans la fuite et du coup, et qu'on n'obtienne pas le rendez-vous. Voilà. Donc, c'est un peu cette image-là qu'il faut avoir dans l'appel. Il faut l'amener au bout du tunnel. Voilà. Comme dans Le Père Noël est une ordure. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas... Bon, finalement. Et le cas échéant, évidemment, on sait les heures les plus propices pour appeler. Mais en règle générale, moi, je conseille le matin, il faut essayer d'être le premier. Et on relance. On relance. Si on n'a pas les appels, on va relancer jusqu'au lendemain matin. Et après, si vraiment ça ne décroche pas, classement vertical. Quoi. Au bout d'un moment, on ne va pas supplier. L'idée, c'est qu'il ne faut pas se mettre, alors ça c'est pareil, je n'arrête pas de le dire pour le rendez-vous vendeur, il ne faut pas se mettre en position de subordination. Il ne faut pas se mettre en position, entre guillemets, d'infériorité. Parce que là, c'est vraiment la porte ouverte à tout. Le prospect, faut garder la main, en fait. Voilà. Il faut garder la main. Le cadre. Et le cadre, c'est nous qui le fixons, c'est nous qui gardons le contrôle. Parce qu'on va véhiculer une image professionnelle et une image vraiment de personne sûre de soi. Et on fait beaucoup plus confiance, surtout voilà, dans un milieu où on a quand même un devoir de conseil et d'accompagnement. On fait beaucoup plus, et voilà, il y a du juridique, il y a du commercial, il y a la fiscalité, il y a beaucoup de choses. On fait beaucoup plus confiance à quelqu'un qui est sûr de lui, finalement, que quelqu'un qui bafoue, qui pose une question, n'a pas la réponse. Enfin, tu vois. Bon, on diminue nos chances, quoi. On est toujours dans l'optimisation. Il y a un bruit bizarre. Bon. Alors, puisqu'on est dans l'optimisation, attends, je mets juste une. T'entends le sifflement ou pas? Je pense que c'est chez moi. Non? Attends, je mets sur pause juste une seconde, je m'excuse, parce que j'entends un sifflement. Ah, d'accord. Moi, je l'entends pas. Oui, il est parti. Ça doit être un mec qui fait un truc dehors. Bon, c'est pas grave. C'est reparti. Alors, juste une seconde. Est-ce que tu entends un sifflement là?
Est-ce que tu entends un sifflement là? Non, mais moi, j'ai du bruit un peu chez moi, donc j'entends pas chez toi. Ouais, bon, allez, c'est la magie du direct. Euh, alors justement, puisqu'on était dans l'organisationnel, extrêmement important aussi, c'est les règles. Alors ça, c'est super important, c'est le suivi. À la fin de l'appel, il va se passer trois choses. Il peut se passer trois choses. Tu as le rendez-vous, tu as un refus, ou tu as un refus. Mais dans les refus, entre guillemets, le refus va être définitif ou pas définitif, grâce au suivi. Alors, j'aime pas le mot définitif parce qu'en réalité, dans 95% des cas, ce n'est jamais définitif si l'appel s'est bien passé. Bien entendu, dans de rares cas, encore une fois, c'est des rares cas, la personne va se montrer hostile et la personne va te raccrocher au nez, la personne va couper court à la communication, va t'insulter. C'est très, très rare. Bon, là, il n'y a pas de communication. Alors là, justement, moi, ce que je te conseille de faire, moi, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, si la personne raccroche au nez, ben moi, je rappelle. Et là, moi, je me fais plaisir. C'est-à-dire qu'allez, celui-là, je me le fais. Il est pour moi, celui-là. Et tu te laisses même. Là, tu n'es même plus dans l'objectif de te faire un rendez-vous. Là, c'est l'objectif, tu sais, de te calmer un peu les nerfs. Moi, je rappelle, je fais bah, excusez-moi, monsieur le vendeur, on a certainement été coupé. Non, pourtant, je capte. Vous passez sous un tunnel parce qu'on a été coupé. Et là, il va s'énerver. Et parfois, il va rigoler et puis on peut peut-être tomber un peu sur nos pattes. Mais là, je me fais plaisir. Ou si la personne est vraiment hostile et te manque de respect ouvertement, n'oublions pas qu'en tant que mandataire, on est des chefs d'entreprise et tu choisis avec qui tu veux travailler, tu vas lui dire bah, excusez-moi, monsieur le vendeur, je me suis trompé de personne. Moi, je travaille vraiment pour les personnes qui ont un vrai projet et qui comprennent l'importance de mon métier et qui me respectent. Donc, je vois que vous ne faites pas partie de cette catégorie-là de personnes. On en reste là. Bonne continuation. Ça fait du bien. Bon, ça, je te dis, ça, c'est 5% des cas. Hein. C'est vraiment très, très rare. Parce que dans la majorité des cas, on est dans du traitement classique de l'objection. Et c'est quand même, voilà, avec la méthode qu'on va voir, c'est quand même assez rare finalement de ne pas avoir le rendez-vous. Je te dis, tu peux. Moi, la plupart des personnes que je coach au sein du réseau, il n'est pas rare que les personnes soient aux alentours des 10% de prise de rendez-vous sur 50 appels. Et après les coachings, tranquillement, parce que non plus, tout ne se passe pas du jour au lendemain. Hein, il y a vraiment un mécanisme à avoir. Et pour ça, le mécanisme, c'est quoi? C'est la pratique. Donc, il faut vraiment mettre en pratique. Bah, tu peux, voilà, pour les personnes qui vraiment, bah, moi par exemple, quand je le faisais, j'étais facilement à 80% de prise de rendez-vous. Après, on est en ruralité. Dans les zones tendues, c'est plus dur. Il faut être réaliste aussi. On ne vend pas du rêve. On n'est pas des vendeurs de rêve. Euh, dans les zones vraiment tendues, allez, dépasser les 60% de prise de rendez-vous, ça va être compliqué. Mais déjà, 60%, c'est pas mal. Sur 10 appels, si tu as 6 rendez-vous, c'est déjà ça. Oui, c'est pas mal. Donc voilà, tu as un refus. Tu as un refus. Alors, on va déborder un peu là sur l'aspect technique. On va évidemment toujours laisser une porte ouverte. On ne va jamais laisser entendre que c'est définitif. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un suivi. Et là, j'insiste sur ça, c'est hyper important parce que on va relancer et on va obtenir des rendez-vous par la suite. Donc la personne te dit, OK, tu as fait le traitement des objections, tu n'y arrives pas. OK. Bon, déjà, on va féliciter le vendeur, on va lui envoyer de la reconnaissance, on va lui dire, OK, félicitations, monsieur le vendeur, vous êtes audacieux, OK, c'est noté, j'abandonne, vous êtes le plus fort. Tu vois, on va jouer un peu avec lui. Et on va lui dire, je vais me noter de vous rappeler d'ici 2 semaines pour prendre de vos nouvelles. Alors, en fonction des zones, voilà, parce que les biens partent vite. Si on est vraiment sur une zone tendue, bah, on va le suivre au bout de 5 jours, par exemple. Et si on est en ruralité, on peut se laisser voilà, 7 jours, 10 jours, 15 jours. En fonction de la zone de tension, on ajuste. C'est toujours pareil. Ça, c'est propre à chacun. Moi, je laissais 15 jours. Voilà. Bah, écoutez, monsieur le vendeur, félicitations. Allez, bah, écoutez, j'abandonne, vous avez gagné. Par contre, vous allez comprendre que je ne vais pas vous lâcher. Je vais prendre de vos nouvelles d'ici 15 jours afin de faire le point sur votre projet et afin de prendre de vos nouvelles. Et par la même occasion, en plus de ça, tu vas lui envoyer une fiche que je t'ai envoyée par mail
ou je te la renverrai, une fiche, ce que j'appelle la checklist. C'est-à-dire que tu vas lui donner des conseils pour vendre. Tu vas dire, OK, en plus de ça, monsieur le vendeur, je vais vous donner une fiche et sur cette fiche, il y a des questions et vous devez répondre positivement à toutes ces questions pour pouvoir vendre dans de bonnes conditions. Donc, je vous aide, monsieur le vendeur, à vendre, sans mon intermédiaire. Alors, évidemment, tu lui laisses transpirer cette image-là, mais évidemment, la fiche, en réalité, est faite pour vraiment… Il y a beaucoup de questions sur la fiche et c'est pour le faire douter sur ses capacités, en réalité. Elle est tournée comme ça, la fiche. Donc, si vous voulez vendre dans de bonnes conditions, est-ce que vous allez faire ça, 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 ça? Voilà, c'est vraiment pour le faire douter. Et grâce à cette fiche, tu vas amorcer ton suivi. Donc, tu lui envoies par mail et tu le rappelles dans 15 jours. Dans 15 jours, ça va donner ça à peu près. Bonjour, monsieur le vendeur, c'est Lisa de chez Expertimo. Du coup, où en êtes-vous dans votre projet? J'appelais pour prendre de vos nouvelles. Avez-vous vendu? Avez-vous des visites? Avez-vous des offres? Ah tiens, en fait, avez-vous reçu ma fiche? Est-ce qu'elle vous a aidé à vendre? Ah, t'as vu, t'es dans l'aide. T'es dans l'aide. Et là, ça fait appel au phénomène de réciprocité. C'est-à-dire que le vendeur, il se dit, putain, lui, putain, on ne se connaît pas, on ne travaille pas ensemble, il m'aide. Et alors, on en revient encore à l'inconscient, c'est que dans la majorité des cas, le cerveau humain, quand il reçoit, il est programmé pour rendre. Donc, tu offres quelque chose dans l'espoir d'un rendez-vous et tu optimises tes chances de rendez-vous parce que tu as offert quelque chose et bien sûr, tu fais ton suivi pour prendre des nouvelles. Et en fonction de ce qu'il te dit, ben, tu vas prendre la température. Tu vas faire le point. Tu vas tenter de refixer ton rendez-vous. Ah, d'accord. Vous avez pas vendu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des visites, vous avez eu des offres. Quoi? 0 visite? Pourtant, ça bouge en ce moment. Et à votre avis, monsieur le vendeur, faut beaucoup. Voilà, n'oublions pas que notre métier est constitué de 80% de questions. Donc, on pose des questions au vendeur, on s'intéresse à son projet. Ben, à votre avis, monsieur le vendeur, pourquoi vous n'avez pas vendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Très souvent, il va te dire que les professionnels qu'il a mandatés sont des bons à rien. Ah bon? Ça m'intéresse, expliquez-moi. Voilà, donc on va s'intéresser, et puis on va caler le rendez-vous. Voilà. Et la technique pour caler les rendez-vous, on va la voir juste après. Ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. Donc ça, c'est super important parce que s'il a dit oui, il faut toujours partir du principe, ça aussi on en revient au développement personnel, que derrière un non se cache toujours un oui, mais on ne sait pas quand. Et c'est à nous d'aller le chercher, ce oui. Et le suivi est très, très, très important. Et pour ça, j'avais donné une technique aussi pour le faire, parce que c'est bien beau d'en parler, mais c'est surtout qu'il faut le faire, et nombre de personnes ne le font pas, au même titre que le planifier. C'est une excellente méthode que je donne, c'est le classeur mensuel. Tu te fais un classeur. Alors après, moi, je suis très papier. Tu peux le noter dans l'agenda aussi, de faire ton suivi, mais je pense que c'est moins performant. Tu te fais un classeur, le classeur mensuel, avec 31 intercalaires. Et, et dans ton classeur, tu vas mettre à la date de la relance les fiches piges. Là, c'est là que j'en reviens à l'aspect organisationnel. C'est que pendant ton appel, tu vas noter tout ce que tu jugeais important pendant le rendez-vous, dont le projet du vendeur que tu vas te servir pendant ta relance. Et quand tu vas l'appeler, tu vas te dire, alors monsieur Untel, vous m'aviez dit que vous cherchiez à vendre pour telle ou telle raison, du coup, dans le projet, votre femme et tout, tata. Tu fais du relationnel, tu es dans le relationnel. Tu t'intéresses vraiment à la personne, en fait. Tu optimises vraiment tes chances de rendez-vous. En fait, c'est quasiment impossible de ne pas avoir de rendez-vous si vraiment on adopte cette posture. Donc, classeur mensuel, très intéressant. Toutes tes tâches à faire, notamment la pige, bam, intercalaire. Aujourd'hui, on est le 15. J'ai prévu de faire mon suivi dans 7 jours. Je mets ma fiche au 21, si je sais bien compter. C'est bien ça. On est le 15. Non, au 22, pardon. Et je sais que le 22, j'ouvre mon classeur. Ah ben, j'ai lu à rappeler. Parce qu'au début, c'est facile si tu as 3 piges. Ouais. Si vraiment tu en fais beaucoup en fonction des secteurs et que tu te retrouves avec 30 fiches, comme voilà, moi j'en avais à l'époque, j'en avais plein, du coup c'est plus compliqué pour se rappeler des projets. Donc c'est pour ça qu'il faut noter pendant le rendez-vous et après bien les classer pour pouvoir faire un suivi efficace. Et ça, avec cette méthode, la prise de rendez-vous sera vraiment, vraiment, vraiment optimisée. Ok, super, okay. Super, super important. Alors,
On va attaquer. Allez, je te fais très rapidement les erreurs classiques que font les personnes quand ils appellent. Bien sûr, le manque de préparation et laisser trop de place à l'improvisation. Donc l'improvisation, il y en a toujours, mais il faut la limiter. C'est toujours pareil. On est toujours dans le contrôle. C'est nous qui menons la barque. Si on contrôle, comme le rendez-vous vendeur d'ailleurs, si on a la maîtrise du cadre et qu'on contrôle le rendez-vous, la prise de rendez-vous, et le tunnel, hein, toujours pareil, il n'y a quasiment pas de place à l'improvisation. Bien sûr, on ne fait pas l'erreur classique que fait beaucoup de personnes. On ne dit pas qu'on a un client. On n'a pas de client parce qu'on ne connaît pas le bien, on ne connaît pas le projet du prospect. Attention, là, on joue sur les mots. C'est très intéressant, ça aussi. On peut dire qu'on a une demande pour laquelle, en ce moment, on n'a pas le bien. On joue sur les mots. On peut dire qu'on a des prospects qui ont un projet. On peut dire que… Mais on est toujours, tu vois, on est toujours dans le si. Et c'est très important, le si. Parce que si on dit que ouais, j'ai un client pour votre bien et tout, ça va le faire, il va te voir venir et ça ne marchera pas. Non, puis en plus, ce qui est pas bien, c'est que toutes les agences le font. Donc moi, je ferais pas ça. Ouais, non. Il va te dire, oh, bah, amenez-moi le client, faites une visite, et puis après, on verra. Ouais. On ouvre la porte à l'objection. Ah ouais. Amenez-le moi. Vous avez un mandat de recherche. Voilà. Ouais. Après, on va jouer aussi sur cette objection. Alors, technique de communication très importante au téléphone, au même titre que de sourire et d'être dynamique avec sa voix. On adapte le ton de notre voix, on adapte notre attitude, plus générale finalement, à celle de notre interlocuteur. S'il parle vite, on va s'adapter. S'il parle lentement, on s'adapte. Si c'est un bourrin, comme on va trouver chez nous en ruralité, avec vraiment les mecs vraiment ma baraque, tout ça, on parle comme ça. On s'adapte. Ce qu'il faut, c'est que la personne se sente comme nous. Parce qu'on fait beaucoup plus confiance à une personne qui se sent comme nous qu'une personne qui met un écart social, finalement. C'est pareil quand on arrive en rendez-vous vendeur. Si notre cible, c'est la super ruralité et que le marché est pas cher et qu'on arrive avec une BMW et en costard cravate, on met un écart social et il nous voit arriver. Et encore une fois, cerveau reptilien, attention, il va me baiser. Bim, lui, je le veux pas. Tu vois? Donc, très important, on se synchronise avec son prospect. Et il faut que notre prospect se sente comme nous parce qu'on augmente les chances de confiance. Autre très important aussi, pour optimiser ton temps là surtout, c'est que, encore une fois, on a le cadre, on maîtrise le cadre, on a le contrôle sur la prise de rendez-vous. Tiens, petite question. À ton avis, toi, un rendez-vous pige, un appel, ça doit durer combien de temps? Je pense que ça ne doit pas durer très longtemps. Si tu me donnais une fourchette, tu me donnerais quoi comme fourchette? Je sais pas, Allez, une prise 10 d'appel, minutes, une prise de rendez-vous qui… 10, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, c'est pas mal, c'est à peu près ça. Un appel qui se passe très bien, 3-4 minutes. Si tu n'as pas d'objection, il n'y a pas besoin de plus pour prendre un rendez-vous. Oui. Ça arrive. Oui. Et un rendez-vous où vraiment la personne nous pousse dans nos retranchements ne doit pas dépasser 20 minutes. Allez, grand max. Un quart d'heure déjà, c'est pas mal hein, au téléphone. Entre un quart d'heure et 20 minutes. Ouais, c'est déjà pas mal un quart d'heure. Si on dépasse, avec la méthode que je vais te donner, si on dépasse les 20 minutes, c'est qu'on perd le cadre. C'est que le cadre change de temps. Ouais. C'est que le contrôle, finalement, c'est le prospect qui le prend. Donc, tu vas te retrouver dans une situation où la personne va te dire, elle va te raconter sa vie, la personne va te dire, va te raconter tout ce qu'il y a à savoir sur sa baraque, va te raconter tout ce que tu veux, mais tu vas pas être dans la prise de rendez-vous. Et tu risques de te retrouver au bout de 40 minutes d'appel à te laisser entendre dire ah, ben, oh là là, mince, ça fait déjà 40 minutes, il faut que j'y aille. Du coup, j'en parle à mon mari, et puis au revoir. Et puis tu la reverras plus jamais. Donc ça, c'est super important parce que pendant 40 minutes, tu aurais pu passer 4 appels et avoir des rendez-vous. Tu vois. C'est pour ça que c'est très important de garder le contrôle sur le rendez-vous, sur la prise de rendez-vous. Tu vois. Quitte, au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, si tu sens que tu perds ton temps à dire bon, du coup, on se voit quand là? Tu vois. Ça m'intéresse, on se voit quand là? Tu vois. Il faut à un moment donné pour le provoquer, pour justement ne pas perdre le contrôle. Très important. On ne dépasse pas le cadre du rendez-vous et on ne perd pas le contrôle. Sinon, on n'est pas là pour faire du social, quoi.
On en fait, notre métier, c'est un peu ça aussi parfois. Mais en tout cas, il faut le faire de façon modérée, sinon tu vas t'épuiser et perdre beaucoup de temps. Ouais. Mal proposer le rendez-vous. Combien de fois aussi j'en parle de ça? Déjà, quand on propose le rendez-vous, il faut que notre prospect soit ouvert à cette prise de rendez-vous. Si le prospect n'est pas préparé et n'est pas conditionné, ben, du coup, on diminue nos chances finalement de l'avoir, ce rendez-vous. Donc, comment ça se passe? Il faut conditionner le cerveau de notre prospect à dire oui. Et pour ça, dans la technicité, on va le voir, on va lui faire dire plusieurs fois oui dans la méthodologie pour obtenir un dernier oui, qui s'appelle dans la phase finalement du pré-closing, pour avoir un dernier oui. Donc là, ton prospect t'a dit le fameux dernier oui que tu attendais. On va voir après, hein. On va rentrer dans les détails. Il t'a dit oui. OK. Maintenant, on propose le rendez-vous. C'est surtout ça là qui m'intéresse. Ça se propose toujours avec une question alternative. C'est-à-dire qu'on va lui proposer deux choix au prospect. On ne va pas lui dire OK, quand serez-vous disponible pour me recevoir? Parce que là, c'est une question ouverte et ça laisse trop de champs de possibilités. Finalement, on ouvre des portes. Ouais. Pour qu'ils disent j'en parle à mon conjoint et je vous reviens. Et finalement, on ne le verra plus jamais. Donc, pour diminuer ça et pour fermer cette porte, on va tout simplement lui dire très bien, fantastique, OK, du coup, on se voit quand? Je vous propose jeudi à 14h ou vendredi à 10h. Voilà. Un matin, un après-midi, c'est bien. Un après-midi, un matin, histoire de varier. On lui propose deux choix et on limite les chances. Alors, s'il veut le faire, il le fera. Mais on limite, en tout cas, ça c'est sur les chances qu'ils nous disent j'en parle à mon conjoint et je vous reviens. Maintenant, s'il le fait quand même, on va pas le forcer. Par contre, on va optimiser. On est toujours dans l'optimisation finalement. Donc, on va lui dire OK, c'est normal, forcément. En plus, vous avez raison, monsieur le vendeur. Voilà, si on est amené à travailler ensemble, il faut qu'il y ait tous les décisionnaires. Tu perdras moins de temps en rendez-vous vendeur, ça c'est sûr. Donc, on va lui dire ce que je vous propose, parce que mon agenda se remplit très vite et ça tourne bien en ce moment, je vous propose qu'on mette une option sur un créneau. Par exemple, on se fixe vendredi, est-ce que vendredi 10h, parce que très souvent en plus, ils vont te dire oui, est-ce que vendredi 10h, ça vous semble jouable? Tu vois, tu essaies de préfixer en fait. Tu préfixes le rendez-vous. S'il te dit non et que c'est vraiment pas possible, OK, t'insistes pas, parce qu'après, ça va faire forcing. Tu vas lui dire, OK, très bien. Mais écoutez, ce n'est pas un problème. Moi, je me note de vous rappeler et tu fais un suivi, soit le soir même, si tu appelles le matin, soit le lendemain matin, pour qu'il ait fait le point avec son conjoint. Et il y a une autre question très importante à poser, pour conditionner son cerveau, pour éviter de perdre du temps, tu vas lui poser cette question. Mais si, monsieur le vendeur, la décision ne vous appartenait qu'à vous, est-ce que vous êtes au moins intéressé pour me recevoir? Tu vois, tu prends la température. Parce que tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'est pas là. Le conjoint, en l'occurrence. Et si lui-même n'est pas convaincu, au mieux, il va en parler, mais sans grande conviction. Donc, il n'y aura pas forcément de rendez-vous. Et au pire, il n'en parlera même pas. Donc, il aura oublié, tu vois. Donc, il faut essayer de conditionner son cerveau. Donc, tu vas lui poser la question, voilà. Au moins, monsieur le vendeur, si la décision vous appartenait, vous me recevez, rassurez-moi. Il va te dire oui, la plupart du temps. Très bien. Donc, ce qu'on fait, voilà, on préfixe le rendez-vous. Est-ce que au moins, voilà, ça vous semble, parce que voilà, en ce moment, ça bouge. Vendredi 10h, ça vous paraît raisonnable, ou jeudi 14h, on met une option. Voilà, si tu as un oui, tu as un oui. Et OK, si tu as un oui, ben écoutez, on met l'option. Et si voilà, il y a un problème, vous me rappelez. Parce que c'est plus dur de faire annuler un rendez-vous que de le fixer. Tu vois, il faut qu'il revienne sur sa décision. Donc au moins, si c'est préfixé, c'est préfixé. Donc, monsieur le vendeur, pas de nouvelles, on se voit jeudi à 14h. Et s'il y a un problème, vous me rappelez. Moi, c'est noté, au moins vous avez votre place, vous avez votre créneau. Tu vois, tu te mets un petit peu aussi dans un système de récompense. Et vous avez votre créneau quoi, sur mon agenda. Ça bouge en ce moment, monsieur le vendeur. Moi, je vends, monsieur le vendeur. Je ne suis pas là pour tricoter. Et s'il te dit que c'est vraiment pas possible, ben écoutez, monsieur le vendeur, je vous rappelle demain matin ou ce soir, parce que comme vous l'avez compris, le marché est dynamique et on fait le point. Voilà, avec votre conjoint. Comme ça, tous les décisionnaires seront là et tout le monde pourra prendre la décision. Quand votre conjoint est disponible pour que je vous rappelle, pour qu'il y ait tous les décisionnaires, tu vois, le soir,
ou très souvent, ça sera le soir même ou le lendemain. Ouais. D'accord? Et puis tu rappelles et tu fixes ton rendez-vous. Tu vois. Mais en règle générale, là, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés dans ce cadre-là pour avoir le rendez-vous. Ou alors, ce qui se passera, c'est qu'il aura reconnu ton numéro et puis il ne répondra pas. Ça peut arriver. Voilà. Donc, Ça peut arriver. On essaie 2-3 fois, ça ne marche pas, classement vertical. On ne se met jamais en position de subordination. On est un professionnel qui réussit et qui est dynamique et qui s'accroche, mais on n'est pas un professionnel qui quémande. D'accord? Ça, c'est important. Parce que si le prospect le sent, ah oui, je mets sur pause. À tout de suite. Et tu parlais de… Donc voilà, on reprend. Du coup, on garde le cadre et il faut vraiment faire comprendre aux prospects qu'on les suit et qu'on ne les lâche pas. Regardez, monsieur le prospect, on ne travaille pas ensemble et regardez comment je suis actif. Imaginez ce que ça sera quand on travaillera ensemble. Par contre, voilà, on est actif, mais on n'est pas subordonné. Allez, on attaque la partie technique maintenant, la partie la plus intéressante. Très rapidement sur le traitement des objections. C'est une technique qui s'apparente à du closing, à un entonnoir. Tu as une objection, je ne veux pas d'agence, comme ça arrivera souvent. Ah non, désolé, je ne veux pas d'agence. Oh, j'en ai trop. Je vais me débrouiller tout seul. Oh, je vais me débrouiller tout seul. Ok. Première étape, on accepte. On ne va jamais à l'encontre du prospect. Sinon, c'est la confrontation. Or, le prospect, on ne s'en fait pas un ennemi, on s'en fait un allié. Donc, on va dans son sens. Oui, monsieur le vendeur, je comprends, vous avez raison. Moi, je le disais tout le temps, vous avez raison. Moi, si j'étais un particulier, jamais de la vie, je propose. C'est ça le pire. Jamais de la vie, je proposerais mon bien à une agence. Alors, déjà, on n'est pas une agence pour commencer. Et on est mandataire. En réseau, bon, ça peut être aussi en agence, mais nous, en l'occurrence, c'est en réseau. Donc, on accepte. On va dans le sens du poil du vendeur. Oui, vous avez raison, monsieur le vendeur. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Donc, la deuxième étape. Alors, et entre les étapes, il y a toujours une reformulation pour vraiment comprendre le prospect et qu'il se sente compris surtout et obtenir les fameux oui. Donc, ok, je comprends, monsieur le vendeur. Si j'ai bien compris, vous ne souhaitez pas d'agence. Oui, ok. Qu'est-ce qui motive ce choix? Qu'est-ce qui fait que vous ne souhaitez pas de professionnel? Donc là, il va te dire, je ne sais pas, vous êtes trop cher, on veut essayer seul. Ok, on veut essayer seul. On fait un exemple sur celui-là, parce que c'est toujours le même mécanisme. Vous voulez essayer seul, mais ce n'est pas la vraie objection, ça, encore une fois. Il faut essayer de savoir quelle est la vraie objection et de creuser. Ok, vous souhaitez essayer seul, monsieur le vendeur, c'est tout à votre honneur. Je vous félicite pour votre audace. Mais pourquoi? Pourquoi essayer seul, sachant qu'il y a des professionnels compétents commercialement, fiscalement, juridiquement? Pourquoi finalement se couper de cette précieuse aide? On veut essayer seul, parce qu'on n'a pas envie de payer. Dans la grande majorité des cas, ça sera ça. Ou parce qu'on a une mauvaise expérience. Voilà. Ah, là, ça devient intéressant. Vous souhaitez essayer seul parce que, en fait, c'est une question d'honoraire, c'est une question financière, c'est bien ça? Oui. Encore une fois, on reformule, on obtient encore un oui. Ok. Et est-ce qu'il y a que ça qui vous embête, monsieur le vendeur? Est-ce qu'il n'y a que finalement le fait que vous pourriez, on est toujours dans le si, que vous pourriez payer une commission, en fait, qui est le fruit du travail, encore une fois. Il n'y a que ça qui vous embête. Donc ça, c'est la troisième étape, et c'est l'isolement. On isole l'objection. Parce qu'une fois qu'elle est isolée, et qu'il n'y a que celle-là, on va pouvoir la traiter. Et le traitement, c'est la quatrième étape. Donc, on a isolé. Il n'y a que ça, monsieur le vendeur, qui vous embête, finalement, la commission? Oui, ok. S'il dit non, on revient à l'étape avant. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, il n'y a que ça. Bon, très souvent, ça sera ça en plus. Oui, ok, on passe au traitement. Très bien, monsieur le vendeur. Je comprends, vous avez raison. Une commission, c'est jamais très agréable à payer. Effectivement, l'entremise a un coût, le coût de l'accompagnement, le coût le coût du service, comme on dit. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Alors là, on peut trouver cet argument-là. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, monsieur le vendeur. C'est l'acheteur qui paye les honoraires, sauf erreur de ma part. Vous vendez votre bien, mais l'acheteur, celui qui paye physiquement les honoraires, c'est l'acheteur. En fait. Voilà, je prends cet argument qui me vient comme ça. Oui, vous avez raison, c'est l'acheteur. Oui. Après, parce qu'il peut partir, après enchaîner sur l'intelligence, dit oui, mais vos honoraires va s'ajouter sur le prix. Donc là, on ne va pas rentrer dans c'est ça qui répond en général. C'est oui, c'est voilà. l'acquéreur, mais
Du coup, ça fait monter le prix du bien et ils disent je vais toucher moins de clients. Voilà. Donc après, c'est un peu la surobjection. Mm. Là, on est dans une discussion. Donc, oui, monsieur le vendeur, vous avez raison. Là, je vois que vous voulez tant. À ce temps, s'ajouteront mes honoraires que l'acheteur payera. En revanche, qui a fixé le prix? Qu'est-ce qui vous dit que mes honoraires, finalement, vont vous couper une partie du marché? Tu vois, on va poser des questions aux vendeurs. On est toujours dans les questions. Voilà. Alors là, l'objectif, c'était vraiment la structure. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est Mm. toujours pareil. On va poser des questions et on va trouver, là, c'est la partie levier, c'est la partie traitement. Et on va basculer après, une fois qu'on a trouvé un argument ou deux. Donc là, ce qui est bien, c'est de se les noter, les arguments, parce que les objections, c'est toujours les mêmes, finalement. C'est pas la partie la plus compliquée, le traitement, parce que le traitement, en fait, on le sait, les objections, c'est toujours les mêmes. C'est je veux pas d'agence, j'en ai trop, je veux pas payer, j'ai une mauvaise expérience. Voilà, les vraies objections. Donc, il suffit de se faire une liste de leviers et de les sortir. Mm. Mm. Donc là, à ce moment-là, c'est plus, finalement, là où il y a la difficulté, c'est plus quand les sortir. Et ces objections-là, ces traitements, ça ne se traite pas avant. Parce que si ça se traite avant, on n'aura pas isolé et on ne connaîtra pas la vraie objection. Et si on donne un argument à une objection qui n'est pas soulevée ou que le prospect n'a pas, c'est un coup d'épée dans l'eau, en fait. Ça ne servira à rien. Donc, c'est pour ça que le cursus est important. Donc, on traite l'objection. Et là, on peut poser une question pour commencer à pré-closer. OK, vous convenez, monsieur le vendeur, que c'est l'acheteur qui paye. Vous en êtes conscient. On va lui dire oui, il va dire oui. Mm. Et là, ça devient très important parce que là, c'est là qu'on va le savoir si on a le rendez-vous. Et on va pré-closer le prospect. On va lui poser la dernière question, la fameuse dernière question pour obtenir ce fameux oui. Ça se fait toujours de la même façon, quelle que soit l'objection. C'est une phrase, c'est une question qui commence toujours comme ça. Si je vous montre, monsieur le vendeur, pendant notre rendez-vous, que est-ce que vous me recevez? C'est toujours la même chose, quelle que soit l'objection. Si je vous montre que, est-ce que vous me recevez? Et ça, c'est le pré-closing. S'il te dit oui, c'est gagné. Et là, tu passes à ton closing, du coup, à ta prise de rendez-vous avec la question alternative. On est toujours dans la fermeture des portes. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Et s'il te dit non, ah, vous me dites non, monsieur le vendeur. Et là, il va commencer à être incohérent avec lui-même parce que il t'a dit que c'était sa seule objection, le coût des honoraires. Et toi, tu lui as montré que c'est pas lui qui est payé, par exemple. Bon. Bah, monsieur le vendeur, vous me dites non, bah, excusez-moi, j'ai pas compris, en fait. J'ai du mal à comprendre. Attendez, je reprends mes notes. Vous m'avez dit tout à l'heure que la seule chose qui vous inquiétait, c'était de payer. Mais si je vous montre que c'est pas vous qui payez juridiquement, bah, enfin, juridiquement, physiquement, parce que juridiquement, en réalité, c'est lui qui paye, mais parce que les honoraires sont en charge vendeur, surtout. Mais physiquement, voilà. C'est pas vous qui allez me sortir. Est-ce que vous me recevez? J'ai cru mal comprendre. Qu'est-ce qui vous embête, monsieur le vendeur? J'ai dû oublier quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, on revient finalement au début. Voilà. On va revenir comme ça. S'il nous dit non à la phase de pré-closing, on va revenir au début de l'entonnoir 2-3 fois. Parce qu'après, si on insiste trop, on va commencer à s'approcher du seuil de rupture. Ouais. Et là, la porte, il ne va pas l'emprunter, il va la défoncer. Il va te dire, non, mais je vous dis que j'en veux pas. Au revoir. Tu vois? Et il raccroche. Donc, il ne faut pas en arriver là. Il faut arriver à détecter le seuil de rupture. Ouais. Ouais. Donc, on va le sentir. Le prospect va commencer à s'agacer, il va commencer à être hostile. Donc là, hop, 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 ok. Là, on revient en arrière et on va dire, ok, monsieur le vendeur, vous avez gagné, j'insiste pas. Et là, on passe sur du suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai compris, vous êtes audacieux. Ben écoutez, moi, ce que je fais, je me note de prendre de vos nouvelles d'ici 15 jours. Je vous fais le cadeau de la checklist dont on a parlé. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Et si entre-temps, vous avez des questions sur la checklist, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous donnerai les conseils. C'est gratuit. Tu as vu? On est dans l'aide. On est dans l'entraide. Et et puis ça se trouve, ça t'est déjà arrivé, hein, qu'il t'appelle suite à la checklist et que tu obtiennes le rendez-vous. Tu vois? Tu peux aussi optimiser tes chances comme ça. Ouais. Donc ça, c'est très important. C'est très important parce que derrière un premier non, pardon, à ta relance, tu obtiendras peut-être un oui. Et si tu ne l'as pas au deuxième, c'est pas grave, vous êtes audacieux. Moi, j'adore. J'aime travailler avec des gens comme ça. Parce qu'ils disent non pendant 3-4 fois et au bout de la 5e fois, ils disent oui et quand on a vendu, ils seront bien contents.
Voilà. Tu vois, faut pas hésiter un petit peu à montrer que tu as dans le ventre. Parce qu'encore une fois, on ne se met pas dans une situation de subordination. C'est nous qui contrôlons. Tu vois. Voilà Oui. pour l'entonnoir. Avant de conclure très rapidement sur le scénario maintenant de l'appel, on finit sur le cursus de l'appel. Donc, l'appel se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, le prospect décroche Allô. OK. On ne se présente pas. Il ne faut pas se présenter à ce stade-là. Parce qu'on ouvre tout de suite une porte. Tout de suite. Je veux pas de professionnel, au revoir. Il va Non, falloir non, d'abord. on lui pose des questions sur son bien. Voilà. On va Vous êtes bien le s'intéresser. propriétaire du bien que Voilà. vous êtes bien le propriétaire? C'est ça. On va s'intéresser à notre prospect avant. Alors, pas pendant 10 ans. Mais on va lui poser d'abord oui, bonjour monsieur. Je suis devant votre annonce. Est-ce que votre bien est toujours à vendre? Est-ce que vous êtes le propriétaire? Allez, bim, déjà on a deux oui. Parce que tu peux aussi ne pas être. L'interlocuteur que tu auras n'est pas Oui, forcément le propriétaire. tout à fait. Tu peux tomber sur un locataire, bon, c'est rare, mais tu peux surtout tomber sur. Alors ça arrive avec les personnes âgées ou les personnes Ouais. leurs biens sont loin. Tu peux tomber sur une sorte de mandataire, finalement, le cousin, la cousine, le frère, la Mm. sœur, les parents, le fils, qui gère le projet d'un autre. Donc, tu n'as pas le décisionnaire, finalement. Donc, là, c'est compliqué parce qu'il va falloir très souvent faire une première visite avec cette personne-là et après convaincre le vrai propriétaire de signer avec toi ou que ce propriétaire-là fasse une procuration à cette personne. Tu vois. Donc là, après, Ouais. c'est bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, on s'assure qu'on a le propriétaire au téléphone. Oui, oui, ok, c'est réglé. Et là, on va toujours pas se présenter. On va poser une question ou deux sur le bien, on va s'intéresser au bien. On va dire, voilà, on va chercher un élément qui manque sur l'annonce, on va faire un scénario, on va poser une question. Tiens, je vois qu'il n'y a pas la superficie de votre terrain, combien fait votre terrain, par exemple. Voilà, on s'intéresse au bien. Pourquoi? Parce qu'on va titiller l'intérêt de notre prospect, on va le mettre dans sa vente. Il faut le remettre dans sa vente parce qu'au moment où tu appelles, il n'est pas forcément dans sa vente. Il est peut-être en train de Mm. travailler, il est peut-être en train de déménager, il est Ouais. peut-être en train de faire ce que tu veux. Mais encore une fois, s'il n'est pas réceptif, tu appelleras pour rien. Donc, il faut mettre le prospect dans la vente. Et là, tu vas t'intéresser donc au bien. Au bien en lui-même, hein, pas au projet. C'est un peu trop, on va dire, intrusif à ce stade-là. Mm. Et il va discuter. Et là, c'est une étape qui va durer environ 30 secondes. Il ne faut pas trop dépasser parce qu'après, il faut se présenter quand même. Parce qu'après, Et oui, c'est ça. le prospect va se sentir trompé sinon. Oui. Donc, mais bon, pour l'avoir fait, je ne compte pas le nombre de fois. Voilà, si on se présente entre, allez, 30 secondes et grand max 45 secondes, ça passe sans problème. Mm. Et là, on va enchaîner tout de suite. Ah, très bien. Ben, écoutez, ça tombe plutôt bien. Figurez-vous que moi, je suis conseiller immobilier, je travaille en profession libérale. Moi, j'aime bien ces mots-là. Après, ça sera à vous de choisir. Moi, j'aime pas le mot mandataire au téléphone ou j'aime pas agent commercial parce que ça fait commercial. Moi, Ah, ouais. je suis très sur le conseil. Oui, je m'appelle Jonathan Bourg, je suis conseiller immobilier. Figurez-vous que je suis devant votre bien et j'avais deux, trois questions à vous poser. Voilà. C'est pour ça que je vous posais ces questions. Et là, c'est à ce moment-là que tu vas devoir choisir le chemin que tu vas prendre pendant l'appel. Soit tu vas faire ce que j'appelle le scénario, la technique du scénario, c'est-à-dire que tu vas inventer un scénario de toute pièce pour susciter suffisamment d'intérêt à ton prospect pour avoir le rendez-vous. Et du coup, après, il va falloir suivre ton scénario pendant un rendez-vous vendeur. Donc ça, c'est une gymnastique pas évidente, mais quand tu as l'habitude, ça passe. J'en parlerai dans la prochaine vidéo vendredi. Ou soit tu vas faire la technique de la transparence, où il n'y a pas de scénario. Donc, Mm. un scénario, ça pourrait être, ben, écoutez, ça tombe bien, figurez-vous, donc là, tu as posé ta question, ou tes questions, tu te présentes, figurez-vous que je suis conseiller immobilier, je m'intéresse à votre bien parce que j'ai vendu un bien sur telle commune et il recherche un bien comme ça, comme ça, comme ça, sur cette commune, ou aux alentours de cette commune. Et là, comme par hasard, c'est la commune en question. Euh, Évidemment, si tu as fait un scénario pour quelqu'un qui cherche une maison de 200 mètres carrés et que tu appelles pour un appartement en copropriété de 50 mètres carrés, tu te doutes que ça ne va pas marcher. Donc, Non. un scénario cohérent.
Donc, tu vas lui dire, voilà, il recherche ça, 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 ça. Est-ce que, en plus, on a signé le compromis la semaine dernière, il n'y a pas de prêt, ils sont vraiment acheteurs. Est-ce que vous pensez, monsieur le vendeur, que le bien peut correspondre? Tu vois, c'est pas, tu dis pas, je pense que j'ai le client que ça peut correspondre. C'est est-ce que vous pensez, monsieur le vendeur, que ça peut correspondre? Tu vois, tu lui poses la question. Et si tu as fait un bon scénario, il est obligé de dire oui. S'il dit non, c'est que soit il est de mauvaise foi, soit, soit tu t'es planté au niveau du scénario. Le bien ne correspond pas. Donc, c'est très rare à ce stade-là d'avoir un non. Si tu as un oui, c'est fantastique, monsieur le vendeur. Mais moi, j'ai l'impression que sur le papier, la demande correspond plutôt bien. Donc, tu vois, tu n'es pas dans j'ai un client. J'ai l'impression que la demande à laquelle je ne peux pas satisfaire correspond à votre projet. Seriez-vous disponible pour me recevoir au préalable pour que j'en sache un peu plus sur votre projet et savoir de quoi on parle vraiment, pour être plus efficace en rendez-vous, en visite. Êtes-vous ouvert aux visites? Et là, il va te dire oui, c'est quasiment impossible d'avoir un non à ce moment-là. J'ai quasiment, enfin, dans 80% des cas, j'ai le rendez-vous à ce stade-là. Moi, je suis un grand friand de la technique du scénario parce que tu limites grandement les chances des objections. Par contre, ça demande du gymnastique et ça demande de l'entraînement. Donc, si tu dis oui, tu passes sur ta question alternative et tu proposes le rendez-vous. S'il te dit non, tu bascules dans l'entonnoir du traitement des objections. Voilà. Et l'entonnoir du traitement des objections, c'est un outil c'est toujours le même, on l'a vu, avec les étapes. C'est toujours la même chose. Tu traites les objections. Voilà. Ah, monsieur, en plus, ce sera plus facile parce que tu as titillé son intérêt, tu l'intéresses, son attention, tu as un prospect qui pourrait être intéressé. Il sera plus ouvert, donc déjà c'est rare quand il dira non, mais même s'il dit non, ah, monsieur le vendeur, mais excusez-moi, j'ai du mal à comprendre, vous êtes vraiment vendeur, rassurez-moi, vous êtes vendeur. Là, il va te dire oui, finalement, qu'est-ce qui vous empêche de me recevoir pour vérifier que le bien corresponde bien, pour vous faire gagner du temps? Je suis là pour vous faire gagner du temps, monsieur le vendeur. Et là, il va te dire, ah, mais parce que ça, 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 ça. Et là, parce qu'il y a ça, voilà, il va te sortir une objection, et là, entonnoir. Ah, d'accord, je comprends, monsieur le vendeur, si j'ai bien compris. Donc, on reformule, on isole, on traite, on préclose, etc., etc. Ça, c'est la technique du scénario. Maintenant, le début de l'appel se passera toujours de la même façon. On ne se présente pas, on remet le prospect dans sa vente, on pose la question sur le bien. Et là, on prend le chemin de la transparence. Donc là, finalement, il n'y a pas de scénario. Donc, il va falloir que tu donnes la vraie motivation de ton appel. Ça pourrait être, écoutez, je vous appelle parce que je m'intéresse à votre bien. Alors ça, ce que je suis en train de te dire là, c'est deux cursus d'appel pour de la piche chaude, parce qu'il y a aussi la notion de piche chaude et de piche froide. La piche chaude, ce sont les biens qui viennent d'arriver sur le marché, d'accord? Et la piche froide, ce sont les biens qui mettent du temps à se vendre parce qu'ils galèrent à vendre. Ouais. Donc attention, là c'est surtout pour les piches chaudes. Parce que tu te doutes que si tu dis que tu as quelqu'un sur une piche froide qui ça fait un an qu'il galère parce que dans 99% des cas c'est trop cher, ça marche moins. Donc, après pour conclure, je donnerai ce qu'il faut dire. Donc tu vas choisir le chemin de la transparence et tu vas tout simplement donner les vraies raisons de ton appel qui vont être, écoutez monsieur le vendeur, voilà, je suis conseiller immobilier, je travaille en profession libérale, figurez-vous que je m'intéresse à votre bien, donc on lui envoie de la reconnaissance parce que, et là tu donnes la motivation, tu donnes ta vraie motivation. Est-ce que c'est parce que tu veux faire sa connaissance pour vérifier que son bien corresponde à ta cible? Est-ce que c'est, voilà, on n'est pas dans j'ai un client, c'est est-ce que, tu vois, la notion c'est même toujours dans le si. Je suis là pour prendre rendez-vous avec vous, pour faire connaissance avec vous, faire connaissance de votre projet, en vue de vérifier que votre bien corresponde à ma cible. Donc là, il n'y a pas de scénario. C'est la vérité. Tu peux aussi trouver quelque chose du style, écoutez, monsieur le vendeur, je fais une offre en ce moment, j'offre des avis de valeur. Parce que contrairement à une idée reçue, on a le droit de facturer les avis de valeur. En réalité, sur le terrain, ça ne se fait jamais, mais on a le droit. Donc, monsieur le vendeur, j'offre des avis de valeur. Bon, c'est un peu moins ce que très souvent il a déjà fait, donc c'est un peu moins. Mais tu es toujours dans l'offre. J'offre des avis de valeur
je souhaite vous offrir un devis de valeur pour vérifier que votre bien corresponde bien au prix du marché, pour être sûr que vous ne perdiez pas d'argent. Tu peux amorcer le rendez-vous comme ça. Je suis un peu moins fan, mais pourquoi pas? Je suis un peu moins fan, moi, parce que surtout que les vendeurs ont tendance à surestimer leurs biens. Oui, c'est Donc, vrai. s'il te fait venir dans l'espoir que tu vas un petit peu Hmm. rehausser son bien, C'est pas mais faux. j'aime bien la méthode, parce que moi je suis plutôt pas scénario, mais j'aime bien la Ouais. méthode que tu dis, oui, bah, écoutez, Pour moi je vérifier. m'intéresse vraiment à votre bien et j'aimerais qu'on se rencontre, j'aimerais voir si votre bien correspond effectivement à ma cible de prospect, puisque j'ai pas mal de demandes. Ça, j'aime bien cette Voilà. solution-là, moi. Ça me Tu, correspond plus à moi. tu vois, tu joues sur les mots en fait. Tu dis Ouais, pas que tu as un client, mais tu dis que tu ouais, as une demande à ouais, laquelle tu ne peux pas satisfaire pour le moment. oui, Et tu souhaites faire connaissance avec ce vendeur pour vérifier que ce bien corresponde et vérifier oui, aussi que les projets correspondent. Parce qu'on vend un bien, certes, mais on s'occupe aussi de projets. On accompagne des gens. Tu peux aussi dire, monsieur le vendeur, vous savez, ça c'est un traitement d'objection. Il faut aussi vérifier que votre bien est juridiquement vendable. Tu vois, tu peux commencer à lui faire peur un peu. Parce que peut-être qu'il y a des problèmes d'urbanisme, peut-être qu'il y a des problèmes d'indivision dont il n'a pas conscience. Ça nous arrive parfois. Hein. ouais, Combien de fois ça nous arrive d'ailleurs. Euh, donc il faut aussi vérifier que votre bien est juridiquement vendable. Il faut que vos projets avec l'acheteur voilà, coïncident. Il faut voilà, que j'en sache plus sur votre projet, puisque monsieur le vendeur, mon rôle premier, c'est vrai que c'est de vendre, mais c'est surtout d'accompagner mes prospects. Donc voilà, il faut qu'on vérifie tout ça avant de faire la visite. Et pour ça, il faut qu'on se voit pour voilà, aussi que je vois l'environnement. Et surtout, monsieur le vendeur, on ne se connaît pas. Voilà, quel professionnel je serais si je vous fais visiter à vous un bien que je n'ai jamais vu. Ça ne fait pas pro, vous convenez. Tu vois, il va te dire oui. Tu lui mâches le travail pour faire dire des oui. ouais. Mm. Voilà un peu ce que je peux te dire. Donc, travailler sur les croyances, très important. Travailler sur l'aspect organisationnel. Et enfin, l'aspect technique avec le traitement des objections et le scénario ou la transparence. Et puis avoir, tu vois, quand tu es dans ce schéma-là, c'est toi qui mènes la barque. Alors, il peut te faciliter la tâche. Il peut te dire, parce que ça arrive souvent, tu vas te dire, tu vas appeler, oui monsieur, allô, oui, bonjour, vous appelez pour votre bien à vendre, est-ce que votre bien est toujours disponible? Vous êtes un particulier ou une agence? Ouais, Cash. Le mec, il te prend cash. ouais, Moi, c'est mes préférés, parce qu'ils te font gagner du temps. Ah ben ça tombe bien, monsieur le vendeur, que vous posez la question. Figurez-vous que je suis ni l'un ni l'autre. Allez, déjà tu sais, tu vas titiller son intérêt. Je suis ni l'un ni l'autre, figurez-vous. Ah, alors certains vont connaître le statut de mandataire, d'autres non. Mais très souvent, ils connaissent, enfin, ils vont pas trop savoir. Ils vont dire, ah, alors, tu sais, tu joues un peu avec l'humour. Ben, figurez-vous que je travaille à mon compte. En fait, je travaille en profession libérale. Et du coup, je m'intéresse à votre bien. Et là, tu pars sur le scénario. Alors, j'avais deux, trois questions à vous poser sur votre bien. Tu vois, il faut quand même le remettre en avance. Est-ce qu'il y a ça, ça, ça? D'accord. Après, tu peux jouer aussi avec l'ascenseur émotionnel. Tu peux faire exprès de dire non, de faire ah mince. Ah ouais, non, ça va pas. Moi, je l'ai déjà fait ça aussi. Plusieurs fois, ça marche. Il va te dire, OK, mon bien, il est comme ça, comme ça, comme ça. Ah mince. Ah ben non, ça va pas le faire, en fait. Ah bah ouais, non, ça va pas convenir. Je suis désolé, là je pense parce qu'en fait, ouais, je suis un peu embêté parce qu'en fait, figurez-vous que je suis conseiller immobilier, je travaille en profession libérale. Hein, les acheteurs m'ont sollicité. Tu sais, tu le passes comme ça vite fait parce que là il est concentré sur le truc. Il m'a dit non. Ouais, là votre terrain il fait 1000 mètres carrés, mais il voulait quand même 1005. Ouais, je suis un peu embêté, ça risque de pas le faire là. Par contre, ouais, après au niveau de votre terrain, il est comment? Il est pentu, la maison, tu peux continuer un peu à poser des questions. La maison, elle est positionnée comment? Il y a quand même de l'espace derrière. Tu vois, tu lui poses des questions, tu fais le mec un peu embêté, enfin la fille un peu embêtée, et tu vas voir qu'il va vouloir te le vendre, le bien. Ah ouais, mais parce que tu fais l'effet inverse. C'est lui qui va devenir demandeur presque. Ah ouais, ouais, quand même, d'accord. Votre bien, finalement, la maison, elle est plutôt mal placée, plutôt bien placée. Finalement, ça peut peut-être le faire parce que c'est vrai que quand on optimise finalement le terrain, voilà, je prends l'exemple sur le terrain, hein, mais ça marche avec plein de trucs. Voilà, écoutez, ce que je vous propose qu'on se rencontre au préalable pour vérifier, pour pas vous faire perdre de temps. Tu vois, finalement, c'est presque lui qui se met en position de demandeur. Tu inverses les rôles, en fait. Tu fais de l'anti-vente. L'anti-vente, ça marche super bien aussi.
Je vous propose qu'on se rencontre, voilà, pour vérifier, mais je suis vraiment pas sûr. Mais après, bon, j'en ai quand même d'autres à voir. Et comme il veut vendre, je pense que ça, quand même, ça peut le faire. Allez, faut quand même visiter. Donc, allez, quand êtes-vous disponible? Tu vois, tu joues vraiment sur le feeling. Mm. Et pour conclure sur la piche froide, là, moi, généralement, je me mettais plus dans l'impôt d'un médecin, en fait. C'est-à-dire que j'avais souvent ce genre de questions. Alors, le cursus de l'appel ne change pas. Hein, c'est vous êtes bien le vendeur, etc. Mais là, j'enchaînais rapidement sur écoutez, figurez-vous que j'appelle, c'est pas pour moi. Moi, je suis conseiller immobilier. Je suis conseiller immobilier. En fait, figurez-vous que ça fait un moment que je m'intéresse à votre bien. Ça fait un moment que je vous suis. Parce que, sauf erreur de ma part, ça fait 6 mois que vous êtes vendeur. Ça, tu peux le savoir avec le logiciel de pige ou sur Castorus. Donc déjà, tu lui envoies de la reconnaissance. Je vous suis et je m'intéresse à votre bien. Tu vois, déjà, bam, il va se sentir flatté. Inconsciemment, c'est obligé. Si quelqu'un t'appelle et te dit, ça fait un moment que je m'intéresse à votre projet et que je vous suis, il va se dire, tiens, quand même, c'est intéressant, il me suit, tout ça. En plus, ça fait 6 mois que je galère. J'ai essayé de comprendre, monsieur le vendeur, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas vendu votre bien depuis 6 mois, sachant que on est sur un marché porteur où en ce moment tout part en quelques semaines. On va le faire parler. On va le faire parler et après, on va tout simplement enchaîner une fois qu'on aura parlé. Écoutez, ce que je vous propose, parce que là, c'est quand même vraiment bizarre, je vous propose qu'on se rencontre pour faire connaissance. Je vous fais un petit diagnostic. C'est gratuit, hein, monsieur le vendeur. Hein. Je vous fais ça gratuitement. Hein. Je me déplace gratuitement. Je vous fais un diagnostic des raisons qui ont fait pourquoi vous n'avez pas vendu. On va rapidement vous le savoir. Hein. Vous savez, j'ai l'habitude. Et après, on verra si j'ai quelqu'un et s'il y a possibilité de faire quelque chose ensemble. Pourquoi pas? Soyons fous. Mais là, je ne viens pas pour ça. Là, je viens simplement pour vous aider parce que là, c'est vraiment bizarre. Tu vois, tu te mets plus dans la peau d'un médecin et dans la peau d'un diagnostiqueur finalement qui vient essayer de chercher la solution pour lui. Voilà. Alors ça, c'est pour les piches froides. Parce que ça, si tu fais ça sur un mec qui est sorti hier, tu te doutes que ça ne va pas marcher. Est-ce que tu avais des questions avant qu'on finisse? Non, c'est clair. Ouais, super. C'est pas mal. Bon, super. Merci de m'avoir sollicité pour le coaching hein, sur le groupe Facebook Les Tutos Experts IMO. 1 heure de coaching gratuite par semaine sur mon agenda. C'est déjà pris pour cette semaine, mais n'hésitez pas, vous avez le lien de toute façon dans le groupe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, à me parler de vos difficultés. Et chez Expertimo, on a vraiment conscience que même si on base un recrutement sur l'expérience et sur la qualité vraiment professionnelle qu'on veut véhiculer, on a quand même besoin de recyclage d'informations, tant notre métier est complexe et demande beaucoup de notions qu'on met vraiment en place des coachings hebdomadaires. Et en ce moment, dans le cadre du développement de la chaîne YouTube, on offre des coachings, que vous soyez chez Expertimo ou pas. C'est cadeau, c'est gratuit. Ça nous fait plaisir. Merci à toi et puis je te souhaite une bonne pige. Ouais, merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Allez, ciao, ciao. Merci, au revoir.